Bonsoir et bienvenue à une autre édition des capsules au-dessus de nos têtes. Donc, ces capsules d'astronomie interactive qui ont lieu toutes les 2 semaines en direct sur le Facebook d'Espace pour la vie. Alors, je m'appelle Myriam Latulippe, je suis astronome et je travaille comme animatrice scientifique au Planétarium Rio Tinto Alcan. Et comme vous pouvez voir derrière moi, je suis présentement ici au Planétarium pour notre dernière capsule au-dessus de nos têtes de 2020. Donc, vous inquiétez pas, on va revenir dès début janvier 2021. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais bref, oui, ça marche. Ça marche. Donc, dernière capsule de 2020, puis on se revoit en 2021. Comme toujours, je suis accompagnée de mon fidèle collègue Maxime Pivin-Lapointe, concepteur et éducateur scientifique. Salut Maxime. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Et justement, en parlant des personnes qui nous accompagnent en direct et qui nous aident à rendre possible les capsules au-dessus de nos têtes, on a aussi notre collègue Martine Asselin qui est avec la division des communications et marketing d'Espace pour la vie qui nous aide avec le fil de commentaires, le chat sur le Facebook Live. Donc, un gros merci à Martine qui nous aide avec au-dessus de nos têtes. Donc, aujourd'hui, pour notre capsule, vous savez, donc l'hiver est arrivé, la neige est là, enfin. Et dans ce beau ciel d'hiver, en fait, on voit plusieurs scènes qui nous montrent les différentes étapes du cycle de la vie des étoiles. Alors aujourd'hui, on va parler justement de la vie, de la mort, de l'évolution des étoiles. Alors pour commencer, bien, je vous partage mon écran et on s'en va tout de suite dans le ciel étoilé qu'on peut voir ce soir. Alors, je nous mets ça ici en plein écran. Donc, on a, comme toujours, donc, notre représentation du ciel étoilé qu'on voit présentement en direct depuis Montréal. Et vous pouvez remarquer, là, juste ici, donc, il commence déjà à se faire tard. Donc, Jupiter et Saturne, tout dépendamment si vous avez un horizon dégagé ou pas, ça se peut qu'elles soient déjà couchées. Donc, vers 19 heures, là, c'est pas mal la fin de leurs observations. Donc, pour les voir, faut les voir plus tôt en soirée, donc juste après le coucher du soleil jusqu'aux environs de 19 heures. Alors ça, c'était nos petites planètes qu'on peut voir en début de soirée. Si on se tourne donc vers le nord, on a toujours ici notre fidèle casserole, notre grand chaudron qui appartient à la Grande Ourse et qui nous permet de trouver l'étoile du Nord, l'étoile polaire, en utilisant la partie ici de notre chaudron qui va être opposée au manche. On le continue vers le haut, ce petit trait-là, et on arrive à l'étoile polaire qui va être ici dans la petite ours. Et là, nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va plus particulièrement être les constellations d'hiver et particulièrement, en fait, ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ces constellations. Alors, pour bien les voir, on va tourner notre point de vue vers l'est. On commence déjà à voir quelques constellations d'hiver qui apparaissent ici, notamment avec la ceinture d'Orion, donc les 3 étoiles qu'on peut voir alignées ici. Mais je vais avancer un petit peu le temps, un petit peu plus rapidement, pour que les constellations d'hiver soient un petit peu plus hautes dans notre ciel pour bien pouvoir les voir. Et là, comme ça, on commence à être bon. Alors, on a nos constellations d'hiver. Donc, juste pour faire un petit rappel, pour être sûr qu'on part tous des mêmes bases. Donc, nos constellations d'hiver, ça va être des constellations qu'on peut voir plus particulièrement en hiver. Donc, là, on est au début de l'hiver. En fait, techniquement, d'un point de vue astronomique, l'hiver n'est pas encore commencé. C'est seulement le 21 décembre qui va commencer lors du solstice d'hiver. Mais ces constellations, on peut commencer à les voir donc en début de soirée vers l'est. Et plus l'hiver va s'installer, plus ces constellations vont se lever plus tôt et vont dominer le ciel tout au long de la nuit. Mais même si on n'est pas encore pour de vrai l'hiver, on les voit quand même très, très bien, même en début de soirée, tout dépendant desquels ils nous intéressent. Donc, nous, aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à 2 constellations, soit la constellation d'Orion et son compagnon, le Taureau, ou plutôt son adversaire, le Taureau. Alors, Orion, qui était un personnage
de la mythologie grecque, donc un guerrier et un chasseur qu'on peut voir ici dans le ciel en train de combattre le taureau qui se trouve juste à côté d'ici. Donc, dans ces deux constellations-là, on peut voir, comme je le disais un peu plus tôt, plusieurs stades du cycle de vie des étoiles. À commencer par le début, donc la naissance des étoiles. Donc, juste avant de continuer, on s'entend que des étoiles, c'est pas vivant pour vrai. OK? Donc, on va en fait comparer, on va dire qu'elles naissent, qu'elles vivent et qu'elles meurent, mais il n'y a rien de vivant là-dedans, là, juste pour être sûr qu'on part toutes de la même définition. Alors, je vais effacer ici nos dessins des constellations et on va se diriger donc vers la constellation d'Orion. Donc, comme je l'ai dit auparavant, on a nos 3 étoiles au centre de la constellation qu'on appelle la ceinture d'Orion. Et juste en dessous de la ceinture d'Orion, on a ici une région assez lumineuse. Et si on agrandit un peu, on peut voir un gros nuage de gaz et de poussière lumineux qu'on appelle la nébuleuse d'Orion, ou son petit nom de catalogue, M42. Donc, la nébuleuse d'Orion ici qu'on peut voir, parfois on va l'appeler même la grande nébuleuse d'Orion, parce que c'est un très, très grand nuage de gaz et de poussière qui est particulièrement très grand dans le ciel. Donc, pour vous donner une idée, la nébuleuse d'Orion, elle est plus grosse dans le ciel que la pleine lune. Donc, c'est quand même une assez grande région du ciel, mais c'est assez diffus. Donc, si comme moi, vous habitez en pleine ville, c'est plus difficile à voir, mais dès qu'on sort un peu de la pollution lumineuse de la ville, on peut arriver à voir que en dessous de la ceinture d'Orion, bien, il y a une région avec plusieurs étoiles lumineuses. Je vais juste dézoomer un petit peu. Donc, vous avez la ceinture ici. Donc, juste en dessous, il y a plusieurs étoiles lumineuses. Et quand vous regardez par ici, aux jumelles, par exemple, ou avec un petit télescope, vous pouvez arriver à voir un nuage lumineux qui représente la nébuleuse d'Orion, qui est une pouponnière d'étoiles. Donc ça va être notre première étape du cycle de vie des étoiles, donc leur naissance. Alors, les étoiles, elles vont naître dans une pouponnière d'étoiles, donc dans un gros nuage de gaz et de poussière. En fait, ce gros nuage-là, éventuellement, il va être tellement lourd qu'il va commencer à s'effondrer sur lui-même sous l'effet de son propre poids. Pour se donner une idée, c'est un peu le même mécanisme que lorsqu'on a un nuage de pluie. Donc, on connaît tous des nuages. Des fois, les nuages, il ne va pas nécessairement pleuvoir. Ils tiennent au-dessus de nos têtes, comme ça. Mais s'ils commencent à accumuler un petit peu trop d'eau, bien, éventuellement, le nuage va se condenser et former de la pluie. Bien, de façon similaire, les nébuleuses, éventuellement, lorsqu'elles ont atteint assez de matériel, eh bien, elles vont commencer à s'effondrer sous leur gravité, donc se condenser, et au lieu de former de la pluie, eh bien, ça va former des étoiles. Alors, c'est ce qui se passe présentement à l'intérieur de cette pouponnière d'étoiles. Il y a des étoiles qui sont en train de se former. Et éventuellement, bien, ça va faire un petit tapon d'étoiles qui vont évoluer ensemble, qui vont commencer à accréter, donc à attirer le gaz de la nébuleuse, la nettoyer et prendre ce gaz-là pour grossir elle-même. Donc, toutes ces étoiles-là, en fait, elles ne vont pas naître toutes seules. Les étoiles, c'est un peu comme des chiots, ça va naître en portée. Donc, ça va faire plusieurs petites étoiles ensemble et ça peut former ce qu'on appelle ensuite un amas ouvert d'étoiles. Et ça, on a plusieurs exemples dans notre ciel d'hiver, des amas ouverts, et on en a un, entre autres, qui est particulièrement connu, juste ici dans la constellation du Taureau. Alors ça, c'est les Pléiades. Donc ça ressemble, moi je trouve que ça ressemble à une mini casserole quand on le voit dans le ciel, particulièrement à Montréal. Donc c'est plein de petites étoiles, de grosses étoiles, mais donc des étoiles bleutées, très brillantes, qui sont très, très près les unes des autres. Donc, ces étoiles-là, elles viennent de se former il y a à peine 100 millions d'années, ce qui est très, très jeune pour des étoiles. Donc, ce sont des étoiles qui sont très, très proches les unes des autres, et au fur et à mesure que les étoiles elles vont vieillir, bien éventuellement, elles vont se disperser dans le ciel à travers la Voie lactée. Donc, c'est pour ça que ces amas-là, on va les appeler des amas ouverts,
parce qu'au fil des années, bien, ils vont s'ouvrir un peu comme une fleur et les étoiles vont se disperser à travers notre galaxie. Donc, les Pléiades, je pense que je dirais que c'est l'amas ouvert le plus connu, en tout cas du moins pour l'hémisphère nord. C'est facile à voir, même en pleine ville. Si vous avez une paire de jumelles ou un petit télescope, ça vaut la peine de le pointer, même que parfois, vous pouvez arriver à voir. Donc, on voit que les étoiles, elles ne sont pas très nettes. Il y a en fait un nuage de gaz autour et ça va faire en sorte que les étoiles nous apparaissent un peu floues parce qu'il y a un petit peu de gaz autour d'elles. Donc, même si c'est le plus connu et moi, je dirais même le plus facile à retrouver dans le ciel, les Pléiades, ça ne va pas être l'amas ouvert qui est le plus près de la Terre, le plus près de notre système solaire. En fait, l'amas ouvert, donc l'amas de jeunes étoiles qui est le plus près de la Terre, se trouve aussi dans la constellation du Taureau, mais cette fois-ci, ça va être vis-à-vis le visage du Taureau. Donc, je vais vous donner un petit truc pour le trouver. Donc, on va dézoomer un peu pour bien se repositionner dans le ciel. Donc, on avait notre constellation d'Orion ici tout en bas, avec la ceinture d'Orion. Donc, si on trace une ligne imaginaire ici entre les étoiles, la ceinture, on arrive à une étoile rougeâtre très brillante qu'on appelle l'étoile Aldébaran, qui est vis-à-vis l'œil du Taureau. Donc, voyez-vous que le visage du Taureau fait une sorte de V ici. Alors, en fait, le V qu'on peut voir, eh bien, c'est un autre amas ouvert d'étoiles qu'on appelle cette fois-ci les Hyades. Donc, on voit ici les Hyades, qui est l'amas ouvert le plus près de la Terre. Donc, seulement 150 années-lumière d'ici, ce qui peut paraître loin, mais c'est environ 3 fois plus près que son amas voisin dans le ciel, en tout cas, que les Pléiades qu'on voit ici. Donc, les Hyades, c'est relativement près. En fait, ils sont tellement près que c'est pour ça que c'est plus difficile à voir que c'est un amas ouvert. Parce que les étoiles, c'est pas qu'elles sont si dispersées que ça, c'est que l'amas est tellement proche de nous que ça paraît plus gros dans le ciel. Et ironiquement, en fait, l'étoile la plus brillante ici, l'étoile Aldébaran, eh bien, elle ne va pas faire partie des Hyades. En fait, cette étoile-là, elle est 2 fois plus proche de nous que le reste de l'amas. Donc, si nous, ici, on est la Terre, donc on a Aldébaran qui va être ici et les Hyades qui est derrière, donc 2 fois plus loin. Mais de notre point de vue, tout ça semble aligné. C'est seulement un hasard. Donc, ce sont les autres étoiles qu'on peut voir à côté ici qui font partie des Hyades. Donc, un autre amas ouvert, mais cette fois-ci, le plus près de la Terre. Alors, ça, c'était pour le stade de jeunes étoiles qui viennent de se former. Alors, on a ici donc notre nébuleuse d'Orion, la pouponnière d'étoiles. Une fois que les étoiles se créent en portée d'étoiles, ils vont former en fait un amas ouvert, donc de jeunes étoiles qui se dispersent à travers le ciel. Et ensuite, on va avoir donc la plupart des étoiles qu'on peut voir ici. Donc, c'est des étoiles qui vivent leur vie de façon régulière. On appelle ça des étoiles de la séquence principale. Et ça, ce que ça veut dire, ça a l'air d'un mot peut-être complexe. C'est juste pour dire que c'est des étoiles, un peu comme notre Soleil, dont la source d'énergie en leur cœur, c'est la fusion nucléaire de l'hydrogène. Donc, dans le cœur de ces étoiles-là, en fait, la température et la pression est tellement forte que l'étoile, elle va prendre son carburant. Donc, elle a plein d'hydrogène dans son cœur et elle va les combiner ensemble, donc les fusionner pour former un atome plus complexe qui est de l'hélium. Alors, les étoiles, pendant la grande partie de leur vie, ils vont faire ça. Ils vont faire de la fusion de l'hydrogène dans leur cœur. Et c'est ce que fait notre Soleil depuis environ 5 milliards d'années. Et il va continuer pendant encore un autre 5 milliards d'années. Et là, je pense que Maxime, tu me fais signe qu'on a des questions. Fait que je vais arrêter pour le moment. On va aller voir vos questions. Oui, on avait plusieurs questions, effectivement. Dont une, attends, je vais essayer de retrouver qui nous l'a envoyé, mais essentiellement, ce que ça demandait, c'est pourquoi est-ce que la nébuleuse d'Orion est entourée de jolies couleurs comme ça? Donc, c'était Liliane, 7 ans, qui demandait cette jolie question.
Et oui, en fait, les couleurs dans les nébuleuses, ça va souvent être lié à la composition, donc le gaz qui va faire partie de la nébuleuse. Donc, différents gaz, différents composés chimiques, en fait, ils vont créer différentes couleurs. Alors, c'est pour ça qu'elle a des couleurs différentes. Et une autre question, tu parles beaucoup de différents types d'étoiles, des étoiles jeunes, vieilles, tout ça, mais les étoiles filantes, elles, comment est-ce qu'elles naissent? En fait, contrairement à leur nom un petit peu trompeur, donc les étoiles filantes, ça ne va pas être des étoiles. En fait, les étoiles filantes, c'est des petits bouts de roche, des petits grains de poussière qui vont entrer dans l'atmosphère de la Terre et qui vont donc chauffer et s'enflammer, donc se désintégrer dans le ciel et laisser une traînée lumineuse derrière elles. Donc, les étoiles filantes, en fait, c'est pas des grosses étoiles comme le Soleil qui filent à toute vitesse, c'est simplement des petits grains de poussière qui s'enflamment dans notre atmosphère, donc dans le ciel. Alors, le nom peut porter à confusion, mais c'est pas des étoiles. Excellent. Une dernière question, Kylian, 8 ans, qui demande jusqu'à quel âge peuvent vivre les étoiles? Donc, ce qui nous mène, tu nous parlais justement de la vie des étoiles, ce qui allait nous mener éventuellement jusqu'à la fin des étoiles. Donc, combien de temps? Bien, ça, c'est une très bonne question. Puis ça tombe à point dans le sujet. Donc, les étoiles, il y en a qui vont vivre plus longtemps, d'autres qui vont vivre moins longtemps. Donc, juste avant qu'on s'arrête pour notre pause question, j'étais en train de dire que les étoiles, pendant la majorité de leur vie, elles vont brûler leur carburant, elles vont brûler de l'hydrogène. Donc, des très, très grosses étoiles, elles sont très, très chaudes à l'intérieur, elles vont brûler leur carburant super rapidement. Donc, les grosses étoiles qu'on peut voir, elles vont pas vivre très longtemps. Rapidement, elles vont avoir brûlé tout leur carburant nucléaire et elles vont mourir après seulement quelques millions d'années, ce qui est vraiment pas beaucoup pour une étoile. Ensuite, une étoile petite, moyenne, comme notre Soleil, là, ça vit plus longtemps, de l'ordre de 10 milliards d'années. Et il y a des plus petites étoiles que le Soleil, qu'on appelle des naines rouges. Ce sont des petites étoiles relativement froides. Et elles, ça leur prend tellement de temps de brûler tout leur carburant qu'elles vont vivre pendant plusieurs centaines, même peut-être plusieurs milliers de milliards d'années. Donc, c'est encore plus longtemps que notre Soleil. Alors, il y a des étoiles qui peuvent vivre très, très, très longtemps, donc plus longtemps que l'âge de l'univers, vous pouvez vous imaginer. Donc, Maxime, est-ce qu'on avait d'autres questions? Pas pour l'instant, mais il y en a quelques autres, mais elles vont être traitées dans quelques instants. Ouais. OK, parfait. Donc, on va continuer, puis on espère répondre à vos questions en suivant notre explication. Donc, on avait nos étoiles de la séquence principale, donc qui brûlent leur hydrogène. Et à la fin de leur vie, ces étoiles-là, ce qui va se passer, c'est que comme elles ont fini de brûler leur carburant principal, l'hydrogène dans leur cœur, l'étoile, elle va s'effondrer sur elle-même. Et là, ça va déclencher, donc en s'effondrant sur elle-même, ça va augmenter la température à l'intérieur et ça va déclencher une deuxième série de réactions nucléaires. Cette fois-ci, elles vont brûler, par exemple, de l'hélium pour former du carbone ou d'autres éléments plus complexes. Et là, ça libère beaucoup d'énergie et ça fait gonfler l'étoile. Donc, à la fin de la vie d'une étoile, l'étoile, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle va gonfler, devenir très, très, très grosse, changer de couleur, elle va virer vers le rouge. Et là, ça va former d'autres types d'étoiles qu'on appelle des géantes rouges ou des super géantes rouges. Donc ça, c'est des étoiles qui sont vraiment sur le point de mourir. Donc, c'est leur dernier instant avant finalement d'exploser. Et ça, dans le ciel d'hiver, on en voit plein des géantes ou des super géantes. Donc, par exemple, à côté des Hyades, donc l'étoile Aldébaran ici, qui, on se souvient, ne faisait pas partie de notre amas ouvert, qui était plus proche de nous, bien ça, c'est une géante rouge, donc une étoile en fin de vie, qui a gonflé. Et je pense que la plus populaire, c'est l'étoile super géante rouge, l'étoile Bételgeuse, qu'on trouve juste ici, dans la constellation d'Orion. Et cette étoile-là, donc c'est une énorme étoile, beaucoup, beaucoup plus grosse que le Soleil.
elle est vraiment en fin de vie. Donc, à tout moment, elle pourrait exploser. Ça, à tout moment, là, ce que ça veut dire, c'est qu'elle pourrait exploser la semaine prochaine, ou dans 100 ans, ou dans 1000 ans. Ouais. En fait, dans le cas des étoiles, demain matin ou dans 1000 ans, c'est pas mal la même chose. Donc, on ne sait pas, en fait, quand est-ce qu'elle va exploser. Puis, il y a plusieurs astronomes qui la surveillent de très près parce qu'on espère pouvoir la voir finir sa vie. Et justement, bien, finir sa vie quand une étoile, une fois qu'elle a gonflé au stade de géante ou de supergéante rouge, une fois qu'elle a encore une fois fini de brûler son carburant nucléaire, et là, ça va être la fin. Donc, l'étoile va imploser, donc elle va s'effondrer sur elle-même. Donc, elle va imploser, mais vers l'intérieur, et ensuite, il va y avoir un rebond. Là, elle va exploser et créer soit ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Ça, c'est quand une plus petite étoile meurt. Mais lorsque c'est une grosse étoile comme Bételgeuse, là, ça fait une grosse explosion qu'on va appeler une supernova. Et nous, on peut voir ce qu'on appelle des rémanents de supernova, donc le nuage qui reste après l'explosion de supernova. Et ça, c'est très brillant quand ça se passe dans le ciel. Et il y en a un qu'on peut voir présentement dans la constellation du Taureau. Ça s'appelle la nébuleuse du Crabe, qui est un rémanent de supernova. Pour aller le trouver, on va aller par ici. Donc, juste près de la constellation. Donc, on a la constellation d'Orion ici. Si je me souviens bien, c'est par là-bas qu'on la voit. Ou est-ce que je suis en train de zoomer sur la mauvaise étoile? Je pense que je suis en train de zoomer sur la mauvaise étoile. Ah, par ici. Et dans la constellation du Taureau, est-ce que je la trouve bien? Oh, je suis en train de faire un petit peu n'importe quoi. Hein. Je vous amène vers une mauvaise direction du ciel. Je suis un peu mélangée dans mes repères. Alors, avant de continuer, ce que je vais faire, je vais utiliser le vrai outil, donc la recherche ici, dans mon logiciel. On va aller chercher la nébuleuse du Crabe, qui s'appelle M1, son petit numéro de catalogue. Ah, elle est là. Donc ça, c'est une des images de la nébuleuse du Crabe. Donc, ce qu'on voit ici, donc le rémanent, donc ce qui reste de l'explosion de supernova. Et ça, ça fait quand même assez longtemps, plus que 1000 ans, que l'étoile, elle a explosé. En fait, en 1054, l'étoile qui était là, elle a explosé de façon violente, elle a créé une supernova. Et c'était tellement brillant qu'on pouvait le voir à l'œil nu dans le ciel pendant les 2 ans qui ont suivi. Donc, imaginez, donc la nuit, vous voyez la lune, vous voyez les étoiles, et vous voyez une grosse tache floue, lumineuse comme ça, facilement visible à l'œil nu. Donc, c'est de ça que ça a l'air dans le ciel, une supernova. Alors, c'est très impressionnant. Et c'est justement pour ça qu'il y a beaucoup d'astronomes qui aimeraient voir Bételgeuse finir sa vie, voir Bételgeuse exploser, parce que non seulement on pourra étudier de très près l'explosion d'une étoile, mais en plus, ça va faire un phénomène quand même assez extraordinaire à voir, même à l'œil nu, dans le ciel. Alors ça, c'était pour la fin de vie des étoiles. Donc, une fois qu'elles ont gonflé, elles explosent, elles dispersent ce qu'elles avaient dans leur cœur partout dans l'espace, dans un gros nuage de gaz et de poussière. Et éventuellement, ce nuage de gaz et de poussière, il va être emporté par des vents stellaires, par différents phénomènes qui se passent dans une galaxie. Et ils vont se combiner à d'autres nuages de gaz et de poussière pour finalement reformer une grosse nébuleuse, une pouponnière d'étoiles dans laquelle il pourrait y avoir une nouvelle génération d'étoiles qui va se former. Donc, vous savez, le cycle de la vie qu'on retrouve sur Terre, où on a la vie donc qui va naître, elle va évoluer. Une fois que la vie est finie, les atomes qui la composent vont être au final un peu recyclés pour former de nouvelles choses. Mais c'est ce qui se passe aussi dans l'univers avec les étoiles. Donc, les étoiles, elles vont naître dans des pouponnières d'étoiles, elles vont évoluer et à la fin de leur vie, elles vont exploser, disperser leur matière qui va permettre de créer une nouvelle génération d'étoiles. Alors, on me fait signe que vous avez des questions. Eh oui, je suis de retour.
De retour avec du son maintenant. Une question, oui, qui m'intéressait beaucoup, qui va t'intéresser aussi. C'est Manu qui demande, c'est quoi la différence entre les étoiles et les planètes? On parle de la naissance des étoiles en ce moment, mais est-ce que les planètes, ça naît de la même façon en même temps? Et qu'est-ce qui distingue une étoile d'une planète? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un astre va devenir soit une étoile, soit une planète? Alors voilà. Ah, mais ça, c'est une excellente question, Manu. En fait, donc, une étoile, une des grosses différences, c'est qu'une étoile, ça va émettre sa propre lumière. OK? Donc, il n'y a pas, contrairement à la Terre, qui a un côté jour et un côté nuit, une étoile, peu importe comment vous faites le tour, donc l'étoile, il ne va pas avoir de côté nuit, donc elle brille toute seule, elle émet sa propre lumière, et ça, c'est grâce aux réactions de fusion qu'il y a dans son cœur. Donc, elle fait de la fusion nucléaire dans son cœur. Et les planètes, elles font pas ça. Donc, une planète, elles vont pas faire de la fusion nucléaire dans leur cœur, elles vont pas briller toutes seules, contrairement à une étoile. Donc, ça, c'est la vraie grosse différence. Sinon aussi, les planètes, en fait, elles vont tourner autour des étoiles. Donc, dans notre système solaire, par exemple, il y a une seule étoile, le Soleil, qui brille et qui éclaire les 8 autres planètes qui vont tourner autour. Mais pour la formation, ça, c'est assez intéressant parce que les planètes, en fait, elles vont se former en même temps que leur étoile parent. Donc, dans notre cas, la Terre et les autres planètes du système solaire se sont formées en même temps que le Soleil, donc il y a environ 5 milliards d'années. Et ça, je vais vous en parler justement. J'ai une image à vous montrer dans quelques minutes, un petit peu plus tard. Donc, je vais en rester là sur la formation des planètes parce que je vais vous montrer une photo qui va vraiment mieux expliquer. Une photo vaut 1000 mots, comme on dit. Est-ce qu'il y a une autre question, d'autres questions, Maxime? Oui, une autre question, un peu piège celle-là, mais n'hésite pas à me la refiler. C'est quoi la plus grosse étoile connue et à quel point est-ce qu'elle est grande? Oh là là! Ouais. Il y en a beaucoup des grosses sur le coup parce que j'ai pas. J'aurais dit quelque chose comme VY Canis Majoris ou un truc comme ça. Est-ce que c'est celle-là? Ouais. Ben, Yes! je pensais que c'était la plus grosse moi aussi. Puis là, dans une liste que j'ai là sous les yeux, c'est la liste numéro 2. Il y aurait Stephenson 218 qui l'aurait devancé. Mais c'est dans les mêmes ordres de grandeur. Là. C'est un peu plus que 2000 fois plus grand en termes de rayon là, que le rayon du Soleil. Donc, si cette étoile-là se trouvait au centre du système solaire, ça limite là, la couche visible d'une étoile, on appelle ça la photosphère. Donc, cette limite-là se rendrait jusqu'à l'orbite de Saturne. Ouh! OK. Ouais. Donc, très gros. Effectivement. Et peut-être une petite dernière question pour nous guider vers la suite. Qu'est-ce qui se passe avec Betelgeuse dernièrement? On en a entendu parler dans les médias dans les derniers mois. À un moment donné, on s'excitait beaucoup avec ça. Puis finalement, c'était quoi? As-tu une idée? Oui, en fait, donc juste, on en entendait beaucoup parler parce qu'il y a quelques mois, justement, l'étoile Betelgeuse, sa luminosité descendait vraiment beaucoup et de façon assez rapide. Donc, c'était alarmant parce que les astronomes, ils se demandaient si c'était un signe précurseur qu'elle était sur le point d'exploser. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'observaient de très, très près pour voir si elle était sur le point d'exploser. Mais finalement, elle est retournée à sa luminosité, à sa brillance régulière. Et pour le moment, l'hypothèse, c'était qu'il y avait un nuage de vent, donc de gaz, de poussière, qui venait bloquer une partie de la luminosité de l'étoile et qui faisait en sorte que sa luminosité avait baissé de façon assez drastique. Alors, finalement, c'était ça l'explication. Excellent. Ben, peut-être qu'on aura le temps pour d'autres questions, fort probablement. Sinon, ben, tu t'amuseras avec ça, Myriam, durant ton temps des fêtes. Oui. Alors, donc, je pense qu'on avait pas mal fini avec notre ciel étoilé, donc avec la constellation Orion et le Taureau et toutes les différentes étapes de la vie des étoiles qu'on peut voir présentement dans le ciel d'hiver. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran et je vous ai fait une petite présentation. On va voir en profondeur donc de quoi ça a l'air avec des plus belles images
les différentes étapes de la vie des étoiles. À commencer par, donc, la pouponnière d'étoiles, donc la nébuleuse d'Orion. Donc ça, c'est une image prise par le télescope spatial Hubble qui nous montre vraiment là, la nébuleuse d'Orion dans toute sa beauté. Et on peut voir plein d'étoiles qui sont en train de se former là-dedans. C'est assez extraordinaire. On peut voir, par exemple, ici, au centre de l'image, on voit plein de petites étoiles très, très proches. Donc ça, c'est un amas ouvert qui est en train, justement, qui s'est formé au cœur de la nébuleuse. Donc, à tout moment, dans quelques coins de ce nuage, donc, le nuage s'effondre sur lui-même. Et comment ça va se passer? C'est que c'est pas tout le nuage qui s'effondre en un seul point. Donc, il va y avoir des petits cocons d'effondrement qui vont se former. Donc, pour vous donner une idée, il y a plusieurs endroits où le nuage s'est effondré. Ça va faire une espèce de cocon, une bulle de gaz et de poussière dans laquelle il va y avoir une jeune étoile qui va se former. Donc, si on grandit un petit peu plus l'image sur quelques-unes, donc ça a l'air de ça. Alors, il va y avoir un petit cocon avec à l'intérieur ce qu'on appelle une proto-étoile, comme une étoile primitive. Donc, ça commence, l'étoile ici, elle va commencer à se former. Donc, elle va commencer à former une boule, à accréter la matière. Donc, sous l'effet de la gravité, elle accrète la matière. De la même façon qu'une boule de neige, quand on y ajoute de la neige, elle accrète la neige. C'est le mot qu'on utilise en astrophysique. Donc, l'étoile, elle va grossir, et éventuellement, il va y avoir un disque de gaz et de poussière qui va se former autour. Donc, l'étoile, là, elle va amasser plus que 99% de la matière dans son petit cocon, mais il y a une petite partie qui n'est pas accumulée dans l'étoile et qui va faire un disque autour de cette jeune étoile en formation. Et c'est là que vont se former les planètes. Donc ça ici, c'est une vraie image de ce qu'on appelle un disque protoplanétaire, donc un disque dans lequel il va y avoir des planètes primitives qui vont se former. Alors, ce qu'on voit au centre ici, donc on voit une étoile en formation, donc qui est encore en train d'agglomérer de la matière. Et autour, on a un disque de gaz avec de la poussière. Et vous voyez qu'il y a comme des lignes, un peu comme des sillons à l'intérieur. Et c'est en fait là qu'il va y avoir les planètes qui se forment. Donc, dans le disque, autour de l'étoile, eh bien, il va y avoir des gros morceaux qui vont se former. Et ces morceaux-là vont commencer à se collisionner entre eux, devenir de plus en plus gros, jusqu'à former des protoplanètes, donc des planètes primitives. Et ces planètes-là, en passant dans leur orbite autour de cette jeune étoile, ils vont nettoyer le disque de gaz et de poussière et devenir de plus en plus gros. Et donc, c'est pour ça qu'on peut voir des sillons dans le disque protoplanétaire. Donc, c'est les endroits où il y a des petites planètes en formation qui passent et qui sont en train de ramasser la poussière-là pour grossir. Donc, je pense qu'on a des questions déjà là-dessus. Oui, je vais en profiter. C'est pas exactement là-dessus, mais je fais des liens avec des questions qu'on avait précédemment. Il y a Léonard, 8 ans, qui demandait est-ce que dans la nébuleuse d'Orion, il y a des galaxies? Donc, en termes d'échelle, où est-ce que ça se situe? La forme qu'on voit là, ça pourrait presque faire penser à une galaxie, à vrai dire. Ces disques protoplanétaires. Mais les galaxies, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Là. Ça contient la nébuleuse d'Orion, ça contient des étoiles et les systèmes planétaires. Donc, les galaxies, c'est vraiment beaucoup plus grand. Donc, dans ce cas-ci, les planètes vont se former. Et il y a quelqu'un d'autre qui demandait, j'ai oublié son nom, mais s'il existait d'autres planètes et d'autres systèmes de planètes comme notre système solaire. Et donc, oui, et c'est dans des nébuleuses comme la nébuleuse d'Orion qu'ils vont se former. Notre système solaire s'est formé il y a environ 5 milliards d'années dans un grand nuage de gaz et de poussière comme la nébuleuse d'Orion. On continue? Oui, allons-y. Okay. Alors, donc, on a ici nos jeunes planètes. Donc, autour de notre jeune étoile, il va y avoir des jeunes planètes qui sont en train de se former. Donc, les deux se forment en même temps. Alors, la Terre s'est formée en même temps que le Soleil à partir d'un disque de débris qu'il y avait autour de notre jeune Soleil dans le temps. Donc, une fois que l'étoile va s'être vraiment formée, quand est-ce qu'on dit que c'est vraiment une étoile et non pas une proto-étoile?
mais c'est au moment où la fusion nucléaire va commencer. Là, j'en parle depuis tantôt, mais je veux juste clarifier vraiment ce qui se passe. OK? Donc, une étoile, là, c'est vraiment une grosse boule de gaz, principalement de l'hydrogène, qui est un gaz très, très simple. Et la gravité va faire en sorte qu'elle va comprimer l'étoile sur elle-même. Et en comprimant l'étoile, bien, dans son cœur, la température, la pression vont augmenter. Et rendu à un certain moment donné, la température va être tellement forte que là, il va y avoir des réactions de fusion qui vont se passer. Et ça libère beaucoup d'énergie. Et en fait, ça va pousser vers l'extérieur. Donc, ça libère de l'énergie vers l'extérieur. Donc, une étoile, lorsqu'elle vit sur la séquence principale, donc pendant sa vie régulière, c'est en fait un équilibre entre la gravité qui tient à comprimer l'étoile et la force de réaction de fusion à l'intérieur qui pousse vers l'extérieur de l'étoile. Et c'est grâce à ces réactions de fusion que l'étoile elle va avoir de l'énergie pour briller pendant des millions, des milliards, des milliers de milliards d'années, dépendant de l'étoile. Alors, donc une fois que l'étoile elle va s'être formée, donc il va y avoir plusieurs étoiles qui peuvent se former de ça. Et donc, ça va créer des amas ouverts comme les Pléiades. Donc, je voulais vous montrer des photos comme ça. C'est assez extraordinaire, là, les Pléiades à voir et même à photographier. Donc, ça vaut la peine de voir. Donc, on a plein de jeunes étoiles. Dans le cas des Pléiades, c'est des jeunes étoiles bleutées. Donc, c'est des grosses étoiles bleues qui ne vivront pas très longtemps. Mais on peut les voir justement dans leur jeune stade. Et donc, les étoiles, pendant leur vie régulière, pendant la séquence principale, donc lorsqu'elles vont brûler de l'hydrogène, donc il y en a de plein de types. Il va y avoir des grosses étoiles bleutées, et plus elles sont petites, donc il y en a de plus en plus petites, elles changent de couleur. Nous, ici, on est une étoile comme ça. Le Soleil, c'est une étoile qu'on appelle une naine jaune. Donc, c'est une petite étoile de couleur jaune qui va vivre pendant des milliards d'années, 10 milliards d'années. Il y a des étoiles encore plus petites que le Soleil. Donc, ça, c'était les naines rouges que je disais. Donc, elles font peut-être la moitié, un tiers de la taille du Soleil. Elles sont beaucoup plus froides. Elles brûlent leur carburant moins rapidement. Et elles vont vivre pendant 100 milliards ou peut-être même 1000 milliards d'années. Donc, ça, c'est la vie régulière d'une étoile. Alors, on a une petite question par rapport à ça. Oui, il y avait une question tout à l'heure qui nous demandait qu'est-ce qui détermine la couleur des étoiles? On voit qu'il y en a des rouges, il y en a qui sont plus bleutés. Est-ce que c'est les gaz à l'intérieur? Et pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas des vertes ou des mauves ou des couleurs un peu plus exotiques comme ça? Oui, mais en fait, ce qui va déterminer la couleur d'une étoile, cette fois-ci, ça va être la température à la surface de l'étoile. Donc, c'est vraiment ça qui va nous dire la couleur d'une étoile. Donc, plus une étoile est chaude, plus elle va être d'une couleur bleutée et plus la surface d'une étoile va être froide, plus elle va être d'une couleur rouge. Donc, ça peut paraître un peu contre-intuitif parce qu'on est habitué, par exemple, que lorsqu'on a de la peinture bleue, on dit que c'est des couleurs froides et de la peinture rouge, on dit que c'est des couleurs chaudes. Mais dans la nature, c'est l'inverse qui se passe. Et pour s'en souvenir, on peut penser, par exemple, à la couleur d'une flamme. Par exemple, quand on fait un feu de camp, donc les flammes que vous voyez à l'extrémité du feu, elles vont plus être rouges, oranges. C'est des flammes qui sont plus froides, contrairement aux flammes qui sont à l'intérieur du feu, donc les flammes bleues, qui sont beaucoup plus chaudes. Donc, c'est le même principe avec les étoiles. Donc, les étoiles, comme ici, on peut voir sur l'image qu'on vous montre, la représentation. Donc, on peut voir les grosses étoiles bleues. Donc, la température à leur surface va être très grande, des dizaines de milliers de degrés Celsius, contrairement à des étoiles. Donc, plus on va dans le froid, plus la couleur va passer du bleu vers le blanc, vers le jaune. Donc, le Soleil, qui est une étoile jaune, va être une température de surface entre 5 et 6 000 degrés Celsius. Et là, quand on descend dans les plus basses températures pour des étoiles, là, on arrive, les étoiles comme les naines rouges ici, leur surface vont être plutôt de l'ordre de 3 ou 4 000 degrés Celsius, ce qui est froid pour des étoiles.
Ouais, c'était ça la question, je pense. Alors, on va continuer. Alors, donc ça, c'était pour nos étoiles de la séquence principale. Et comme je le disais, donc, à la fin, éventuellement, ce qui va se passer, c'est que les étoiles vont avoir fini de brûler leur carburant nucléaire, de brûler l'hydrogène. Donc, ce qui se passe, c'est que les réactions de fusion commencent à arrêter. Donc, la gravité, elle est encore là pour comprimer l'étoile, mais il n'y a plus autant de force qui pousse vers l'extérieur. Donc, l'étoile va venir se comprimer sur elle-même, et en la comprimant, ça va augmenter la température et la pression à l'intérieur. Ça va déclencher un deuxième type de réaction nucléaire beaucoup plus énergétique. Et là, cette fois-ci, ça va faire gonfler l'étoile pour créer soit une géante rouge ou une super géante rouge. Pour se donner une idée, donc, présentement, donc, le Soleil, c'est une petite étoile jaune. Donc, on peut voir ici une représentation à l'échelle au centre, le petit point que vous voyez, c'est la taille du Soleil et le cercle bleu autour, c'est l'orbite de la Terre. Donc, dans 5 milliards d'années, lorsque le Soleil va se transformer en une géante rouge, lorsqu'il va gonfler, ça va être à peu près gros comme ça. Donc, le Soleil va être beaucoup, beaucoup plus gros. Il va être tellement gros qu'il va englober les orbites de Mercure et de Vénus et se rendre peut-être même jusqu'à l'orbite de la Terre. Donc, ça va être assez gros et assez impressionnant. Donc, ce qui va se passer, donc, elles vont gonfler et pendant ce temps-là, dans leur cœur, eh bien, elles vont cette fois-ci brûler de l'hélium pour former d'autres éléments plus complexes comme du carbone et même peut-être de l'azote et de l'oxygène. Donc, tous les éléments, en fait, qui composent la vie, le carbone, l'azote, l'oxygène, c'est des éléments qu'on retrouve ici qui vont composer la vie sur Terre. Donc, tous ces éléments complexes, initialement, il n'y avait pas ça dans l'univers. Ils ont tous été formés dans le cœur des étoiles, mais ils sont emprisonnés à l'intérieur du cœur des étoiles, tant et aussi longtemps que l'étoile n'est pas morte. Et une fois qu'elle va mourir, par contre, là, cette fois-ci, elle va exploser. Et elle va libérer ces gaz complexes dans l'espace pour finalement créer une nouvelle génération d'étoiles plus tard qui va y avoir des éléments complexes dans leur composition. Alors, on a ici donc notre étoile, la géante rouge. Donc, une fois que c'est la fin de la vie, donc ces étoiles-là, elles vont exploser. Donc, dans le cas d'une petite étoile comme le Soleil, après le stade de géante rouge, l'étoile, lorsqu'elle va exploser, elle va plus expulser les couches supérieures, les couches externes de l'étoile pour former une nébuleuse planétaire, comme un exemple ici, la nébuleuse de l'hélice. Donc, on voit les différentes couches de l'étoile qui sont expulsées et qui vont contenir les éléments complexes qu'elle a formés. Ici, c'est une plus grosse étoile qui forme une super géante rouge, par exemple. L'explosion va être plus violente et va former donc une supernova. Ici, donc ça, c'est la nébuleuse du crabe, donc le rémanent supernova créé. Donc, c'est assez extraordinaire quand on y pense que tous les éléments qui nous composent, nous, présentement, ont initialement été formés dans le cœur de grosses étoiles il y a des milliards d'années. Et ces éléments-là qui ont été cuisinés dans le cœur de ces étoiles ont été répandus dans l'univers une fois qu'elles sont mortes et ont finalement permis de créer de nouvelles générations d'étoiles avec non seulement pas juste de l'hydrogène, mais un petit peu d'éléments complexes pour former des planètes et pour former, nous ici, la vie. Alors, Maxime, c'est quoi nos questions sur le sujet? Oui, un peu, je vais essayer de retrouver ma place. Bonjour, bonjour. Je devrais être là quelque part. Ah, me voici. Oui, ben, tu as exactement fait le lien par rapport à une des questions que j'avais gardées pour cette section-là, à savoir, est-ce qu'il y a des morceaux d'étoiles qui peuvent nous tomber dessus quand elles meurent? Ben, dit d'une autre façon. Donc, la matière qui est à l'intérieur des étoiles lorsqu'elles arrivent à leur fin de vie peut servir donc à créer des nouveaux systèmes planétaires. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec nous. Mais un morceau d'étoile, plus ou moins, parce que c'est vraiment dispersé dans un très, très grand volume. Mais c'est du gaz, c'est des atomes, c'est des choses comme ça. Il n'y a pas tellement de morceaux qui créent les étoiles. Une question que je trouvais très intéressante aussi,
Souvent, on entend dire que les étoiles qu'on voit la nuit sont peut-être déjà mortes. Donc, une étoile, quand on dit qu'elle est morte il y a 1000 ans, est-ce que c'est parce que on l'a vue il y a 1000 ans ou elle est morte il y a 1000 ans puis on la voit maintenant? Donc, il y avait une question par rapport à ça, là, si tu veux OK. embarquer là-dessus. On va essayer d'éclaircir un peu la situation, là. Donc, juste pour qu'on parte tous de la même place. Alors, donc, je sais qu'on dit quand on voit le ciel étoilé, quand on regarde les étoiles, il y a peut-être des étoiles qu'on voit là aujourd'hui, mais qu'elles sont mortes. Parce que plus on regarde loin dans l'espace, c'est comme si plus on regardait loin dans le temps. Donc, disons qu'une étoile, elle est à 1 année-lumière de nous. Ça veut dire que la lumière, elle est partie de l'étoile il y a 1 an. Ça a pris 1 an à voyager jusqu'à nous pour que nous, on l'observe. Donc, une étoile à 1 année-lumière, on la voit comme elle était il y a de cela 1 an. Donc, toutes les étoiles qu'on peut voir à l'œil nu, la plupart sont à quelques milliers d'années-lumière de la Terre au plus loin. Il y en a des plus proches, il y en a des plus loin, mais les plus loin sont à quelques milliers d'années-lumière d'ici. 1000 ans, ça peut nous paraître gros, mais comme je l'ai mentionné un peu plus tôt avec Bételgeuse, pour une étoile en fin de vie, là, même si elle est sur le bord d'exploser, 1000 ans, ça passe là, comme un clin d'œil pour nous. Donc, c'est un peu poétique de dire qu'on regarde le ciel étoilé et peut-être qu'il y a des étoiles qu'on voit qui sont déjà mortes, mais dans la réalité, il n'y a pas grand chance que les étoiles qu'on observe soient déjà mortes parce qu'elles ne sont pas assez loin. Donc, les quelques étoiles qui peuvent rentrer dans la catégorie d'étoiles qui ne sont en réalité plus là, c'est des étoiles en fin de vie, comme Bételgeuse. Donc, Bételgeuse, peut-être qu'en ce moment, on la voit, mais qu'elle est déjà morte et qu'on va le savoir seulement dans quelques années, une fois que sa lumière nous atteint et qu'on se rend compte, en fait, qu'elle est morte. Je ne sais pas à quelle distance elle est. Je ne sais pas, Maxime, si toi, tu as la réponse sous la main ou si tu le sais par cœur. J'avais de mémoire là, à peu près 650 années-lumière pour Bételgeuse, puis j'avais regardé sur Wikipédia pour le fun, et c'était pas mal ça. Là. Ouais. Donc, de cet ordre-là. 650 années-lumière. Donc, ça veut dire que même si Bételgeuse, elle explosait aujourd'hui, ça prendrait 650 ans avant que nous, depuis la Terre, on l'observe exploser. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Maxime, sur lesquelles on se lance? Laisse-moi voir vite. Donc, il y a encore une fois énormément de questions. Je ne pourrais pas toutes les prendre, mais non, je pense qu'on va poursuivre. Parfait. Donc, je vais retrouver ma présentation. Donc, ça, c'était pour la fin de vie des étoiles. Donc, en fait, ça conclut un petit peu ma présentation sur le cycle de vie des étoiles. Donc, juste pour être sûr, on répète, là. Donc, les étoiles, elles vont naître dans une nébuleuse, une pouponnière d'étoiles. Elles vont naître souvent plusieurs à la fois. Elles vont évoluer au cours de leur vie. À la fin de leur vie, elles vont gonfler, devenir toutes rouges, très, très grosses, pour finalement exploser. Et une fois qu'elles ont explosé, elles vont créer un autre type de nébuleuse qui, au final, va se regrouper avec d'autres nuages de gaz et reformer d'autres pouponnières d'étoiles pour créer des nouvelles générations d'étoiles. Et le cycle continue comme ça. C'est-tu pas beau, la nature? Donc, pour conclure en beauté, on va continuer. Je vais vous présenter des petits éphémérides. Donc, ce qu'on peut voir dans le ciel dans les prochains jours. D'habitude, je le fais pour les 2 prochaines semaines parce qu'on se voit aux 2 semaines. Mais vu que la prochaine, ça tombe le 24 décembre pendant le temps des fêtes, on va se revoir dans 1 mois. Donc, il n'y aura pas de capsule au-dessus de nos têtes pour le congé des fêtes. On se retrouve plutôt le 7 janvier 2021. Donc, regardons ce que le ciel nous réserve pour le prochain mois. Donc, première chose qui est assez beau qu'on va pouvoir voir, ça va être les Géminides. Donc, les Géminides, qui est une pluie d'étoiles filantes, dont le maximum va être le 13 décembre, autour de 21 h. Mais on peut déjà commencer à les observer jusqu'environ au 17 décembre. Donc, comme je l'ai dit, les étoiles filantes, ce n'est pas des étoiles, c'est des petits grains de poussière dans l'atmosphère qui vont illuminer notre ciel et laisser une traînée lumineuse. Donc, on peut en voir les Géminides, là, ça va être très impressionnant. Au maximum, on devrait en voir jusqu'à 120 par heure, si ma mémoire ne me fait pas défaut.
Donc, ça va être assez beau. Alors, si dans les prochains jours, il n'y a pas de nuages, bien, je vous invite à sortir à sortir dehors plutôt, vous installer confortablement pour bien les observer. Essayez d'avoir une région sans pollution lumineuse, donc peut-être sortir un petit peu des villes ou du moins du centre-ville, ou au moins au minimum, si vous êtes comme moi en ville, essayez de ne pas avoir de lampadaires ou de sources de lumière fortes autour de vous. Donc, couchez-vous à terre, mettez une petite couverte s'il fait froid, habillez-vous bien et essayez d'avoir une plus grande partie du ciel possible pour maximiser vos chances de voir des étoiles filantes. Donc ça, c'est pour les Géminides. Ensuite, le 21 décembre, ça va être toute une journée. Donc, le 21 décembre, bien, c'est le solstice d'hiver, donc c'est officiellement le début de l'hiver et c'est aussi le jour de ce qu'on a surnommé la grande conjonction. Et ça, en fait, c'est que Jupiter et Saturne, au fur et à mesure que les jours passent, ils se rapprochent dans le ciel, donc ils vont sembler être très, très proches dans le ciel. Ça va être à l'œil nu le 21 décembre, lors de cette conjonction. Ça va être très, très difficile de les distinguer. Ça va sembler à un seul point. En fait, il va falloir avoir des bons yeux pour distinguer les deux points séparés. Et donc, vous pouvez l'observer à l'œil nu, vous pouvez l'observer avec des jumelles, avec un petit télescope. Donc, ça va être une occasion de voir. C'est très, très rare de les voir aussi proches comme ça. Ça n'arrive pas tous les ans. Et pour vous donner une idée à quel point ils sont proches dans le ciel, donc ça, c'est la grandeur de la Lune en comparaison à l'échelle. Si on grandit un peu plus, donc, ils sont tellement proches que c'est plus près que la grandeur apparente de la Lune dans le ciel. Et lorsque vous l'observez au télescope, vous pouvez même voir donc Jupiter et ses lunes, donc les petits points qu'on voit ici, c'est ses lunes. On peut voir aussi Saturne avec ses anneaux et sa lune, par exemple, Titan, qu'on voit assez bien. Donc, ils sont tellement proches qu'avec, dans votre même champ de vue, au télescope ou aux jumelles, vous voyez Saturne et Jupiter. Donc, mettez ça dans votre calendrier. Et nous, justement, avec le planétarium, avec Maxime, pas moi, mais Maxime et d'autres de mes collègues, vont organiser, si tout se passe bien, un événement en direct, justement, sur le Facebook d'Espace pour la vie, pour, si la météo le permet, observer au télescope en direct la conjonction de Jupiter et de Saturne. Donc, à suivre, vous allez voir les détails de tout ça lorsque l'événement Facebook va être créé autour du... Et la conjonction, c'est le 21 décembre. Alors, à part cette conjonction-là, il y a d'autres pluies d'étoiles filantes, moins impressionnantes que les Géminides, mais ça vaut quand même la peine de les mentionner. Donc, on va pouvoir observer une petite pluie d'étoiles filantes, les Ursides, qui le maximum est tard dans la nuit ou au petit matin, en fait, le 22 décembre. Donc, on peut en voir seulement quelques-unes à l'heure. Et sinon, il y a aussi la pluie des météores, les Quadrantides, qui le maximum, ça va être le 3 janvier aux petites heures du matin. Mais la Lune va être là, ça va être pas très favorable, mais je vous le dis quand même, si jamais ça vous adonne de voir cette journée-là une étoile filante, sachez qu'elle fait probablement partie de la pluie météore, les Quadrantides. Et pour finir, donc les planètes qu'on peut voir au-dessus de nos têtes, alors on a celles qu'on peut voir au début de la nuit, vraiment au début de la nuit, Jupiter et Saturne qu'on peut voir jusqu'à environ 18h, 19h, dépendamment de si vous avez votre horizon dégagé. Et dans les nuits, donc vers le 16 décembre, donc on peut voir la Lune qui se rapproche, qui va passer à côté des planètes. Pour Mars, elle, on peut la voir pas mal toute la nuit, jusqu'à 1h30, 2h du matin. On la voit dès que le soleil est couché, elle est déjà là. Elle apparaît dans le ciel, vers le sud, comme un gros point orange. Et la Lune va passer à côté dans la nuit du 23 décembre. Et la Lune va s'éloigner ensuite de la planète rouge. Et aux petites heures du matin, donc juste avant le lever du soleil, à partir de 5h30, on peut apercevoir Vénus, donc notre planète du matin, qui va être juste à côté d'un tout petit croissant de lune. Donc, le 12 décembre, avant le lever du soleil, vous pourrez voir la Lune et Vénus éclairer votre ciel. Alors, est-ce que Maxime, on avait des questions? Je pense que de toute façon, il est rendu presque 20h.
Donc, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Donc, si vous avez posé des questions puis qu'on n'a pas eu l'occasion d'y répondre en direct, je vais y répondre soit ce soir ou dans les prochains jours dans le fil de discussion Facebook. Donc, je ne vous oublie pas. Et sinon, je vous remercie pour ceux qui nous ont écoutés en direct et ceux qui nous réécoutent par la suite. Donc, comme toujours, toutes nos vidéos d'au-dessus de nos têtes restent disponibles pour la réécoute sur la page Facebook d'Espace pour la vie ou sur la page YouTube d'Espace pour la vie. Je vous dis merci de nous avoir suivis pendant cette année de 2020 et on se retrouve pour la prochaine capsule le 7 janvier 2021. Alors, à l'année prochaine! Merci, au revoir tout le monde.